présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs, c'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est quand même très important. Devant les grands changements sociaux de notre société, il y a de plus en plus des problèmes d'itinérance. C'est quand même quelque chose qu'il faut s'occuper et puis il faut voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Alors, on a pensé inviter Monsieur Daniel Boulet, qui fait partie du comité d'animation et d'itinérance de la communauté de l'Église Saint-Dominique, qui est particulièrement interpellé par l'itinérance. Alors, bonjour, M. Boulet. Bonjour, Mme Gagnon. Je voudrais que vous nous parliez, qu'est-ce que votre comité a fait pour l'itinérance? En fait, il faut comprendre que les comités d'animation dans les communautés chrétiennes ont une préoccupation particulière pour les problèmes de leur société. Et en janvier dernier, on est devenu de plus en plus préoccupé par l'augmentation croissante de l'itinérance qui est devenue très visible. Nous, dans la région où on est, dans le quartier Montcalm, à la Haute-Ville, on voyait de plus en plus d'itinérants. Il y en a sur la rue Cartier, il y en a un peu partout maintenant, et on a commencé à s'intéresser à ce problème-là. On a questionné, rencontré de nombreuses organisations qui s'occupaient des problèmes des itinérants pour constater que ce problème-là était devenu non seulement important, mais probablement, j'oserais dire, constitue actuellement la crise sociale la plus importante depuis à peu près 100 ans, soit depuis la crise économique dans les années 30. On a vu la même chose, M. Boulet, la QDA, puis on constate que c'est répandu partout à travers le Québec et même un peu dans d'autres pays. Je voudrais savoir, votre comité sur l'itinérance, quel est le but de ce comité-là? Bien, en fait, on a rencontré de très nombreuses organisations qui s'occupent des itinérants, autant ici dans la capitale nationale, il y en a 48 qui sont regroupés sous le vocable du RAIC, le Rassemblement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec. Et il y en a 21 sur la Rive-Sud, dans Chaudière-Appalaches. On ne les a pas tous rencontrés, mais de très nombreux. On a rencontré tous ceux de Chaudière-Appalaches et on les a questionnés pour savoir quels étaient leurs besoins essentiels. Et de façon unanime, les organismes nous ont raconté que leur problème majeur était un problème de financement de leurs opérations quotidiennes. En fait, il faut comprendre que beaucoup d'instances gouvernementales et autres ont tendance à financer ces organismes-là par des projets. Alors, des projets qui ont une durée limitée, souvent 1 an, maximum 2 ou 3 ans parfois. Et ce qui fait que quand ces organismes-là veulent engager du personnel qualifié dont ils ont besoin, parce que ça prend des équipes multidisciplinaires pour réussir à travailler et à aider les itinérants, bien, et quand ils veulent engager du personnel qualifié, ils ont des difficultés extrêmes parce que leur budget, ils savent qu'ils vont avoir de l'argent pour un projet pour 2 ans, maximum 3 ans. Alors, la personne, qui soit psychologue, travailleur social, travailleur de rue, qu'on veut engager et à qui on dit, dans 2 ans, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme financement, ils ne sont pas intéressés, puis ils regardent ailleurs pour avoir une plus grande solidité d'emploi. Alors, de façon unanime, donc, tous les organismes communautaires communautaires nous ont dit, ça nous prend du financement. Alors, on a regardé ce qui était possible de faire. Et on a rencontré des gens chez Québec Philanthrope, qui est l'organisme qui regroupe une grande quantité de fonds
de fonds philanthropiques à Québec. Ouais. Et on a décidé de créer un fonds philanthropique d'aide aux itinérants, donc un fonds où on va accumuler du capital et ce capital-là va persister et ce sont les revenus, dividendes et intérêts qui vont être utilisés éventuellement pour aider à financer les organismes de façon à leur donner une certaine stabilité dans leur budget. Ça va être une excellente chose parce que c'est un peu la même problématique pour tous les organismes communautaires. Puis le gouvernement s'est jamais interpellé là-dessus. Ce que vous dites, là, il y a des subventions par projet, c'est pour tous les organismes communautaires. C'est un réel, je vous le dis, là, pour les auditrices et auditeurs, c'est un réel problème parce que ce qui fait qu'il n'y a pas tous les services pour la population qui en aurait besoin. Je voudrais vous entendre aussi, M. Boulet, sur les itinérants. Vous devez savoir, il y en a combien, qu'est-ce qu'ils vivent, pourquoi. J'aimerais ça que vous en parliez parce que c'est questionnable. En fait, on a une certaine idée du nombre d'itinérants parce que le ministère de la Santé et des Services sociaux a commencé à faire un dénombrement en 2018. Ça a été le premier dénombrement. Ils en ont fait un deuxième en 2022 et un troisième cette année, en avril 2025, dont on n'a malheureusement pas encore le résultat. Puis on nous dit au ministère que le résultat ne seront pas disponibles avant 2026, malheureusement. Bon. Mais les résultats du dénombrement de 2022 montraient que en itinérance visible, et il faut bien comprendre qu'il y a de l'itinérance visible et de l'itinérance cachée. En itinérance visible, il y avait, de ce que le dénombrement a noté, qu'il y avait dans la capitale nationale 927 itinérants visibles. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais quand on sait que l'itinérance cachée est d'environ le triple de l'itinérance visible, ça nous met pas loin de 4000 itinérants dans la capitale nationale. C'est incroyable. Il faut comprendre la distinction. L'itinérance visible, c'est ceux qu'on peut dénombrer, qui sont soit sur la rue, soit dans des organismes qui s'occupent d'aider les itinérants puis de les héberger de façon temporaire. L'itinérance cachée, c'est ceux qui vivent chez leurs beaux-frères de façon transitoire parce qu'ils ont perdu leur logement, ceux qui vivent dans leur automobile puis qu'on n'a pas réussi à dénombrer. Alors, c'est... Est-ce qu'il y a une différence, M. Boulet, entre les hommes et les femmes au niveau de l'itinérant? Bien, on calcule, si on se fie à ce dénombrement, en 2022, il y avait à peu près 60% qui étaient des hommes et 30% qui étaient des femmes. Maintenant, ça peut varier d'une région à l'autre. Par exemple, en Chaudière-Appalaches, il y avait 39% de femmes et 54% d'hommes. Alors, la raison exacte des différences, on l'ignore, mais il y a quand même un nombre appréciable de femmes parmi les itinérants. Est-ce que les femmes, et on ne doit pas les retrouver dans la rue, parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit qu'il y avait peur dans la rue? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de femmes qu'on retrouve dans la rue. En fait, si on calcule que du 30% de femmes, un peu plus que 30% qui sont en état d'itinérance, de ce 30%-là, il y en a à peu près 6% qui sont en itinérance avec un enfant à charge, puis la moitié de ces gens-là vivent dans la rue. En fait, ils dorment à l'extérieur avec des enfants. Non, mais c'est incroyable, là. Je le sais. À regarder, là, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, là. On vit au Québec. On vit dans une société riche. Puis on voit ça. Mais ceux-là qui vivent avec des enfants, comment ça? Est-ce que les enfants, ils vont sûrement pas... ils sont pas scolarisés? Ils suivent leur mère? Ils suivent leur mère. Parfois, ils sont hébergés de façon transitoire dans des résidences comme à Québec. Il y a une résidence pour femmes battues ou qui sont victimes de violences. Souvent, les enfants
vont accompagner leur mère. Sinon, les femmes doivent trouver un lieu d'hébergement transitoire en attendant de se retrouver un lieu plus permanent de logement, si elles en ont les moyens. Il faut comprendre que à peu près au Québec, là, à peu près la moitié des femmes deviennent itinérantes en raison de violences. Conjugales, oui. Bon, ben alors, écoutez, là, je veux dire, la situation est assez dramatique là, quand on pense à ça. Les femmes sont des victimes, puis en plus, c'est eux autres ils mangent toute la misère. Ouais. Ça, moi, je trouve que c'est... En tout cas, je vais arrêter là-dessus. Au niveau de la santé mentale, est-ce que vous avez dénombré que la situation il y en a plusieurs qui souffrent de santé mentale? Oui, effectivement. Il faut comprendre que quand le ministère a fait son dénombrement, il y a un certain nombre d'itinérants qui ont rempli un questionnaire pour savoir quels étaient leurs besoins. Et il y en a à peu près le tiers, un peu plus de 30%, qui ont signifié avoir des besoins de santé mentale. Mais on sait que les besoins de santé mentale sont plus grands que ça parce que il faut comprendre que quand quelqu'un devient un itinérant, l'état d'esprit dans lequel il se retrouve est celui d'une personne rejetée par la société. Complètement. Il se retrouve démuni, sans aide, et bien évidemment, ces gens-là développent des problèmes de santé mentale. Imaginons que n'importe qui imagine se retrouver dans une situation pareille ou ne pas avoir de ressources, être obligé de quêter pour demander ou d'aller dans des ressources communautaires pour avoir de la nourriture, pas avoir de toit, pas savoir où il va se coucher la nuit prochaine. Ces gens-là vivent des problèmes dépressifs et ont aussi des besoins de santé mentale. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de médecin de famille, certains. Non. non, mais je veux dire... Malheureusement, la plupart de ces gens-là sont totalement démunis. Non seulement pour leur santé mentale, mais pour leur santé physique. Ouais. Imaginons même aller voir le dentiste. Ces gens-là, souvent, n'ont même plus leur carte d'assurance maladie après un certain temps parce que ils ont pas d'adresse... Ils n'ont pas d'adresse permanente. Fixe, Ils ont souvent plus même accès à l'Internet. Ils n'ont aucun accès et ils sont totalement déprimés. Alors, ils ne sont pas dans un état pour faire des démarches. Ils doivent être aidés à faire toutes sortes de démarches. Et c'est via les organismes communautaires qu'ils peuvent recevoir de l'aide. On a aussi appris, puis je veux confirmer avec vous, que dans le cas des aînés, itinérants aînés, il y en a beaucoup qui se sont fait évicter de leur logement. Et puis, ils ont été capables après d'en retrouver au même coup. Puis, ils se sont retrouvés en chambre, puis après dans la rue. Est-ce que vous avez vu ça aussi? Oui, effectivement, ça existe. Quand on regarde les raisons de perte de logement, là, il y en a un certain pourcentage, à peu près le tiers, qui sont éjectés de leur logement pour des problèmes de santé mentale ou d'abus de substances. Mais les 2 tiers, en majorité, sont mis à la porte de leur logement en raison de difficultés financières, soit qu'ils sont plus capables de payer leur logement, soit que leurs revenus ne leur permettent plus de payer le logement. Alors, ou encore, il arrive dans leur vie toutes sortes de problèmes qui arrivent aux gens normaux. Ils peuvent avoir des maladies, sont hospitalisés et après l'hospitalisation, ils n'ont plus les moyens de retrouver leur logement. Il y a aussi des phénomènes de discrimination qui sont heureusement moins nombreux, mais qui font en sorte que les gens sont il y en a qui nous sans possibilité d'avoir des logements. Ben ça, nous, on est allés à la maison Revive, puis on a quelques-uns qui nous ont dit qu'ils étaient rejetés. Exact. Total. Et puis quand ils arrivaient pour demander à avoir un appartement, le fait qu'il ait vécu cette période-là, il était banni
que c'était... Ils nous ont même dit que ils ne pouvaient plus rien avoir. Est-ce que vous avez constaté ça? Il y a certains dossiers, effectivement, quand un propriétaire essaie de vérifier quels sont les antécédents du locataire qui voudrait avoir un de leurs logements, ben, ils se retrouvent devant des situations où ils vont se faire dire, ben, ce présumé, cet éventuel locataire futur, ben, il vient d'être mis à la porte d'un autre logement pour toutes sortes de raisons, parfois de conflits avec les propriétaires, parfois de problèmes financiers. Et à ce moment-là, l'autre propriétaire qui a un logement de libre décide de refuser de leur louer. Est-ce que vous avez entendu ça, vous? Nous, ce qu'on a entendu, puis qui est rendu quasiment une mode, c'est qu'il y a des aînés qui se font, des propriétaires qui vont rencontrer les aînés chez eux, puis qui les menacent, et puis qui leur disent de quitter le logement, puis qui les écœurent carrément. Alors, ces gens-là se retrouvent à la rue, ils sont plus capables, mais ça, on l'a entendu assez fréquemment avec nos travailleurs de milieu. Ça, moi, j'ai pas de données là-dessus. Effectivement, c'est sûrement quelque chose de possible. Je sais, puis on l'a vu dans la région de Montréal particulièrement, des propriétaires très agressifs qui décident de mettre à la porte indirectement leurs locataires. Ils vont parfois leur offrir un certain dédommagement, mais dans le fond, ils veulent augmenter leur loyer, font des rénovictions. Oui, exact. Vous avez parfaitement raison. Je veux aborder un autre point là, avant de passer à d'autres choses. Est-ce que vous avez les immigrants, est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont itinérants? Bien, regardez, il n'y a pas de chiffres actuels, mais quand on regarde la situation actuelle, aux États-Unis particulièrement, où il y a 11 millions d'immigrants dits illégaux et qu'on connaît la politique du gouvernement américain actuellement, qui est devenue extrêmement rigide et brutale, ces immigrants-là ne veulent pas souvent retourner dans leur pays d'origine et ils doivent trouver une façon. Et on en a vu un peu il y a quelques mois qui tentaient de traverser les frontières. Puis moi, je suis certain qu'il y en a de plus en plus qui essaient de le faire. Et ces immigrants-là se retrouvent au Québec, souvent plus que dans les provinces anglaises, et se retrouvent donc souvent démunis. C'est pas des immigrants qui arrivent avec une fortune dans leur poche. Là. Non, parce que c'est ça que je pensais aussi, là, parce que des fois, c'est pas facile pour eux autres. On parlait ensemble avant de faire l'émission que, puis on était d'accord là-dessus, que on vit une crise majeure à l'heure actuelle. Puis vous l'aviez bien dit. Comment? J'aimerais ça que vous en parliez. En fait, d'une part, on voit que depuis au moins 40 ans, et probablement plus, il y a une augmentation du coût de la vie qui est extraordinaire, particulièrement depuis la pandémie en 2020. Il y a eu une augmentation là, phénoménale du coût de la vie. Tout le monde est capable de s'en rendre compte. Alors, autant le coût des aliments que le coût des logements a été propulsé vers le haut de façon, j'oserais dire, phénoménale. Ouais. Et alors ça, c'est un premier élément. Mais ce qui est encore plus percutant, c'est le fait que l'écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres n'a pas cessé d'augmenter, je voudrais dire, depuis 50 ans. En fait, on est rendu à un sommet actuellement tel que, pour l'illustrer, je pourrais vous dire que les dernières statistiques de Statistique Canada montrent que les 20% des citoyens les plus riches possèdent 65% de la richesse totale. Ça va bien. Alors que les 40%
40% les moins riches possèdent 3,2% de la richesse totale. Ben alors, c'est systémique, l'affaire. Là. Oh oui. Écoutez, ça peut pas se réparer comme ça. Là. C'est un des effets secondaires de notre système économique. C'est que les plus riches deviennent de plus en plus riches, puis les plus pauvres, relativement, deviennent de plus en plus pauvres. Même si leur revenu ne baisse pas, mais parfois même il va baisser, mais il reste stable, il n'augmente qu'à peine. Alors, vu l'augmentation du coût de la vie, les gens ne réussissent plus à arriver. C'est pour ça que nous, dans nos revendications, on parle d'augmenter la pension de vieillesse, le supplément de revenu garanti, d'augmenter au moins ces systèmes sociaux-là. Mais je crois pas qu'il y a eu rien dans le budget fédéral là, qui vont là-dessus, parce que les gens ont plus d'argent. Vous avez raison, puis c'est une vraie crise sociale. Oui, comme je vous l'ai dit au début, pour nous, c'est une tempête parfaite. c'est la crise sociale la plus importante depuis la crise économique des années 30. Bien, je pense que vous le décrivez fort bien. Pensez-vous qu'on va pouvoir guérir ça avec à moins de changer totalement la société? Écoutez, c'est une responsabilité non seulement des gouvernements, mais de l'ensemble de la société. OK. Il faut que les plus riches aussi se rendent compte qu'ils doivent partager avec les plus pauvres. Puis notre société aussi, de façon globale, les gouvernements, qu'ils soient municipal, provincial ou fédéral, doivent aussi voir à protéger les citoyens. Puis il y en a qui sont tellement démunis qu'ils n'ont même pas accès à... Par exemple, il y a des aînés qui, après 65 ans, n'ont pas accès à leurs prestations ce qu'on appelle la pension de vieillesse. Ils ne le demandent pas. Parce qu'ils ne le demandent pas, ils n'ont pas les moyens, ils sont déprimés, ils sont dans la rue et ils n'ont pas ce qu'il faut. Oui, mais ça, c'est une revendication qu'on fait aussi. Ouais. Parce que ça n'a pas de bon sens. Puis souvent, les gouvernements nous disent, ces gens-là sont capables de demander ce qu'ils ont besoin, puis ils pensent qu'ils sont tous super bons en informatique, puis ils sont capables de remplir les formulaires. C'est ce qu'on nous a dit. Non. C'est ce qu'on nous dit. Les gens passés 60 ans, une grande partie sont pas des experts en Internet et en informatique, là. Bien au contraire, hein. Il y en a, moi j'en connais plusieurs qui ont même pas, même s'ils sont pas démunis financièrement, n'ont pas d'ordinateur, de tablette ou de téléphone cellulaire. Mais ça va être un débat qu'on va faire dans une prochaine émission. Ce que je veux vous dire, c'est important. Votre organisation est importante et puis vous pouvez donner au fonds philanthropique d'aide aux itinérants. Vous pouvez donner de l'argent parce que vous entendez ça, là, il faut pas rester à rien faire. Même si vous donnez pas des sommes faramineuses, je pense que c'est important qu'on fasse toute notre part parce que vous le décriviez très bien, on est un ensemble de la société, puis on porte en nous une responsabilité face aux autres personnes. Alors, pouvez-vous nous dire si les gens veulent donner quelque chose, même si la somme n'est pas immense, donnez-le avec votre mesure. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? N'importe quel montant va être le bienvenu, sûrement. Alors, ils peuvent, soit s'ils ont accès à Internet, aller sur notre site Internet, qui est le www.itinérancequebec, tout d'un bout, .org. Et ils vont trouver à cet endroit-là des informations sur notre fonds philanthropique. Et ils vont aussi il y a un onglet qui permet de donner un montant et d'avoir accès, en fait, en cliquant sur l'onglet, ils peuvent avoir accès au formulaire de don. Sinon, ceux qui n'ont pas d'Internet peuvent toujours appeler chez Québec Philanthrope. Le numéro de téléphone est le 88 521 6664 et mentionner qu'ils veulent faire un don
au Fonds philanthropique d'aide aux itinérants, il faut bien mentionner, parce qu'il y a des centaines de fonds chez Québec Philanthrope, le Fonds philanthropique d'aide aux itinérants, puis à ce moment-là, on va leur indiquer comment procéder. Bon, c'est important. On va répéter le numéro de téléphone, 418-521-6664. Exact. C'est important. Vous savez, c'est comme on va essayer là, dans les prochaines émissions de parler des grands enjeux de la société. Là. La semaine prochaine, ça va être autre chose. Il faut se réveiller un peu, puis même si on n'a pas une fortune qui nous attend, ben il faut essayer d'en donner. Fait que, avez-vous un dernier mot pour clore l'émission? Ben, regardez, si on veut considérer ces gens-là comme des êtres humains, et c'est ce qu'ils sont, ben, il faut pouvoir les aider. Puis les organismes qui peuvent les aider sont les organismes d'aide aux itinérants. C'est ce qu'on veut. C'est les organismes qu'on veut aider. On veut les aider à les financer. Il faut comprendre, peut-être une dernière statistique percutante pour faire comprendre aux gens l'importance de ça, c'est qu'on a calculé qu'au Canada, un itinérant voyait son espérance de vie diminuer de 30 ans. Mon Dieu! Alors, ils vont mourir jeunes? Oui, effectivement. Ils ne pourront pas vieillir? Non. Les itinérants meurent très jeunes, pour la majorité. Bon, ben écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Je pense que tous les personnes qui écoutent ont du cœur. Vous avez les références pour donner, puis ça va bien aller. Alors, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Ben, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à vous. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.